Merci d'être présent pour cette conférence qui s'inscrit bien évidemment dans le cadre de Santé Expo et de ce thème important, la santé au cœur de la démocratie, et que nous avons voulu avec Denis Walzer tourner autour de comment revitaliser ce processus démocratique dont on parle tant à l'échelle des territoires. Et pour présenter et illustrer cette conférence, on voudrait partir d'exemples, d'initiatives, parce qu'on est convaincu, le ministre parlait ce matin de subsidiarité, on est convaincu que c'est par l'initiative des acteurs que se crée, que se fonde cette transformation du système de santé et permet donc cet accès à la santé pour tous. En 2019, les universités de la Fédération hospitalière de France avaient donc pour thème liberté, égalité, fraternité. Le président de la FHF le rappelait ce matin, l'importance de cette devise républicaine, et santé. Je crois que le thème de cette année montre bien comment ces différents principes sont liés. Et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre avec vous pendant 1h30 cette table ronde autour de ces questions et de l'initiative des uns et des autres pour la faire vivre et pour la porter dans les transformations qui sont importantes, qui sont un sujet majeur pour la population et pour l'ensemble des professionnels, des différents acteurs, des élus, des représentants des usagers. Et donc, vous verrez qu'on a construit aussi cette table ronde avec France Asso Santé, avec qui on est convaincu de l'importance de l'écoute. Je remercie Alexis Vervial, grand artisan de cette construction, avec qui on est convaincu de l'importance de l'écoute réciproque des uns et des autres dans nos fonctions respectives. Et de cette co-construction qui est nécessaire à tous, mais qui suppose aussi un certain nombre d'éléments que peut-être, et que, en tout cas j'espère, nous serons amenés à échanger dans quelques instants. Alors, je ne vais pas revenir sur la démocratie en santé, ces différents éléments, parce que nous avons un intervenant qui donnera un cadre. Moi, je voulais juste, avant de lancer la table ronde, redire aussi quels sont un peu les contextes dans lesquels finalement elle s'inscrit, puisque nous sommes, et ça a été rappelé ce matin par le ministre et le président de la Fédération hospitalière de France, nous sommes dans une année où se reconstruit, où se redéfinissent les grands axes stratégiques de la stratégie nationale de santé. Et il faut qu'on s'inscrive aussi dans la poursuite de cette initiative qui avait été sur 2018-2022, avait inscrit notamment l'importance de la territorialisation, de ce dialogue entre tous les acteurs, et notamment avait inscrit dans les orientations un nouveau régime des autorisations. Alors pourquoi c'est important? Parce que ce nouveau régime, il inscrit à la fois la territorialisation et la qualité, la sécurité des soins, et on sait tous que par moment, on a des arbitrages à faire, on a des orientations à poser, qu'on doit s'adapter à la fois à l'accès aux soins pour tous sur l'ensemble des territoires et à cette gradation des soins sur lesquels notamment les groupements hospitaliers de territoire travaillent. Donc, une nouvelle évolution de ce régime des autorisations qui avait été notamment portée dans la loi de juillet 2019 sur la territorialisation, l'organisation et la transformation du système de santé. Le contexte également de cette année, c'est, on a un directeur général d'ARS avec nous, donc c'est l'élaboration des projets régionaux de santé, comment ces projets régionaux de santé peuvent participer justement et dans leur élaboration et dans leur mise en œuvre à faciliter, à animer cette démocratie en santé. Et enfin, on va le voir très vite, donc le Conseil national de la refondation qui a été lancé par le président de la République il y a quelques mois et qui donc favorise cette concertation. Donc pour cela, un certain nombre d'intervenants. Donc moi je suis moi-même Valérie Friot-Guichard de la Fédération hospitalière de France.
Et donc, on va commencer par Alexandre Berkès, donc, qui se définit comme professionnel de l'accompagnement des professionnels de santé, à co-construire avec les patients et les citoyens. Et je pense que c'est important de le définir ainsi. Co-responsable de l'équipe de refondation en santé au cabinet du ministre Braun. Alexandre, donc, quels sont les principaux enjeux, selon vous, pour entamer cette table ronde de la démocratie en santé à l'échelle des territoires? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour discuter de démocratie en santé. C'est un sujet qui nous est cher et on voulait commencer un petit peu comme les bons élèves qu'on était en terminale, à repartir de la question avant de parler des enjeux, parce que ce qu'on m'avait demandé, c'était les enjeux, les leviers, mais aussi de questionner. On parle de comment revitaliser cette démocratie en santé. Ce qui nous intéresse de ce fait-là, c'est est-ce que déjà la plupart des acteurs du système de santé désirent tant que ça qu'elle soit extrêmement active, où les acteurs soient engagés et qu'elle soit si vivante que ça. Ce qu'on observe dans l'expérimentation, c'est que quand on est en difficulté, en tant que personne comme en tant que système, la plupart du temps, ces pratiques démocratiques, ce n'est pas forcément celles qu'on désire le plus. Elles viennent nous embêter un peu, elles nous prennent du temps, ce genre de choses. Donc, premièrement, la plupart du temps, quand on a des difficultés à travailler sur ces questions-là, ce qu'on se rend compte, c'est que les acteurs qu'on croise, ce n'est pas tant que ça une priorité pour eux. Et si c'était moins actif, ça ne les dérangerait pas plus que ça. Encore une fois, pas pour une question d'individu, pas une question de morale, pas une question politique au sens partisan, mais une question de un quotidien déjà exigeant. Quand on reprend la question de la démocratie en santé, il y a plein de définitions formelles et informelles, et globalement, une qui fait sens et qui, des fois, pédagogiquement, aide les personnes à comprendre ce que c'est de se dire, est-ce que chaque acteur sur un territoire pourrait se demander quelle est la nature et l'envergure de mon pouvoir d'agir sur le système de santé, de manière à ce qu'il puisse répondre à mes besoins, et ce qu'il puisse contribuer au développement de mon pouvoir d'agir sur ce système-là. Et dès qu'on le définit comme ça, et qu'on voit qu'en fait, la représentation des usagers, comme l'engagement direct des citoyens, la participation des usagers, peut y répondre, on peut aussi regarder à quel point les professionnels de santé, au quotidien, sont concernés par ces questions. C'est-à-dire que vous toutes et toutes les personnes dans cette salle, si vous êtes dans le système de santé, vous performez au quotidien une certaine conception du soin, une certaine conception de la manière de parler du soin, dans vos réunions, dans la prise de décision que vous faites, et qui fait émerger un certain type de système de santé. Vous exercez donc votre pouvoir d'agir pour faire émerger certains types de pratiques, manière d'en parler, manière d'en délibérer, manière de décider. Donc, chose importante à faire aussi, on va parler de démocratie en santé, mais ça ne se passe pas que dans les commissions d'usagers ou les conseils de vie sociale, ça ne se passe pas que dans les instances, pas que dans l'endroit formel du système de santé, mais ça se passe au quotidien par toute personne prenant des décisions de santé et agissant pour sa santé. Dans les enjeux justement qu'on avait décidé de discuter, la première chose, c'est qu'on a une faible maturité sur le sujet. Je ne l'ai pas précisé, mais je suis franco-canadien et j'ai eu l'occasion d'avoir plus d'une dizaine d'années d'expérience au Québec sur des questions équivalentes et de pouvoir voir en France comment ça se passe. Nous-mêmes, on a cette préoccupation, c'est que sommes-nous tant que ça outillés, citoyens comme professionnels, à être capables de dialoguer ensemble, de délibérer, d'expliciter nos désaccords et de les mettre en dialogue de manière constructive. Nos écoles, notre formation initiale comme notre formation continue et même nos organisations ne nous outillent pas forcément à occuper et investir adéquatement ces espaces démocratiques. Donc ce qu'on voit, c'est que même si j'ai des lois, même si j'ai des instances formelles qui sont dédiées à la démocratie en santé, intrinsèquement, ça ne suffit pas à faire vivre la démocratie en santé. Et c'est ce qu'on a vu pendant la crise sanitaire. J'ai beau avoir un nombre de représentants d'usagers, d'associations, etc., des espaces, ils ont été contournés à certains moments parce que justement l'urgence, parce que d'autres questions éthiques et politiques. De ce fait-là, on ne peut pas se dire que le meilleur moyen de la revitaliser, ça serait uniquement de rajouter un texte de loi, de rajouter une instance, de rajouter ces espaces-là, tant qu'on ne nous outille pas et on ne nous accompagne pas les uns les autres, à savoir les investir et les occuper d'une manière où on va pouvoir, chacun, sortir d'une logique de silo, sortir d'une logique de défense d'intérêts corporatistes au sens général, c'est-à-dire de son propre corps et de sa propre corps professionnel, comme les usagers également, et donc de se demander comment on accompagne tout ça. La deuxième, c'est que la crise sanitaire en tant que telle, nous on l'a vu en Bretagne, je prends l'exemple de la région où je vis, quand on a voulu renouveler les sièges des représentants des usagers sur notre territoire, il y a plus d'un tiers d'entre eux qu'on n'a pas réussi à combler. Et quand on allait voir les représentants d'usagers, leur demander pourquoi vous ne vous représentez pas, ils nous disaient « Attendez, on était là pendant la crise, personne ne nous a sollicités, on demandait, on ne nous répondait pas. » Et ils ne nous disent pas ça de manière que idéologique ou juste de colère. Il y en a qui nous disent « Mais
on comprend très bien que les 3, 4, 5, 6 premiers mois, on n'était peut-être pas sollicité de manière aussi systématique. Mais au bout de 6 mois, puis au bout de 12 mois, puis au bout de 18 mois, légalement, c'était une obligation de tenir encore ces commissions d'usagers. Légalement, il y avait plusieurs obligations qui n'étaient pas respectées. Donc plusieurs d'entre eux disent, je suis bénévole, je m'engage au quotidien, je mets beaucoup de mon être et de mon temps, que je ne passe pas avec mes petits-enfants, que je ne passe pas avec ma conjointe. Et en plus, dans ce moment-là où c'est d'autant plus important d'aller chercher cette légitimité citoyenne et politique, je ne suis pas sollicité ou j'ai une fin de non-recevoir. Donc il y a quelque chose qui s'est érodé à ce moment-là. Il y a vraiment un lien de confiance compliqué. Et pour autant, comme on va aller du côté des leviers et des opportunités, ce qu'on a vu dans le CNR, donc je me suis occupé, j'étais co-responsable de l'équipe méthodologique du CNR Santé, où justement on a essayé d'accompagner les acteurs régionaux, ARS, CEPAM et les professionnels de santé qui étaient impliqués, à essayer de co-construire avec les usagers et les professionnels de santé. Ce qu'on a vu, c'est que dans la plupart des cas, alors que le système de santé n'est pas super en forme, on ne s'est pas pris des tomates. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ça. Beaucoup nous ont dit, si vous commencez à ouvrir aux usagers, ça va être LFI, anti-vax et gilets jaunes. En fait, on a trouvé des professionnels de santé, des patients partenaires, des représentants d'usagers, des acteurs associatifs qui étaient prêts à essayer. Pourquoi, dans ces espaces-là, pas dans tous, je reviendrai là-dessus, dans les espaces qu'on a accompagnés pour la co-construction, du fait qu'on a justement, on s'est assuré qu'on était dans des conditions où on allait pouvoir travailler ensemble, la plupart des gens deviennent rapidement constructifs dans cette dynamique-là. C'est sûr que si vous leur présentez pendant 1h30 ou 2 heures votre plan régional de santé, à la fin vous demandez juste des questions et des réponses et s'il y a des propositions complémentaires, il y a de grandes chances que ça ne soit pas très constructif. Parce que pendant 1h30, vous vous retenez à dire ce que vous pouvez, et là, forcément, ça y va. Par contre, si vous trouvez des occasions de travailler sur des parcours de soins, du territoire, sur des enjeux concrets que chacun vit et où on peut se mettre autour de la table pour travailler ensemble, ça finit rarement en débat idéologique ou en café du commerce. On arrive davantage à travailler sur ces choses-là. Donc, dans les 2 derniers leviers qu'on pourrait mentionner, il y a une recommandation de la Haute Autorité de Santé qui a été produite en 2020, à laquelle plusieurs de personnes qui sont dans la salle ici ont contribué, et dans lequel donc, des usagers du système de santé et des professionnels ont créé aujourd'hui un cadre institutionnel qui favorise cet engagement-là, qui légitime le fait qu'on peut dépenser de l'argent public et investir sur ces sujets-là, et qui est associé aussi avec une magnifique revue de littérature, 292 pages, qui montre par A plus B que l'engagement des usagers a des bénéfices à la fois financiers, managériaux, RH, cliniques, name it, là. Et pour autant, alors que depuis 15-20 ans dans la littérature, c'est un no-brainer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que ce n'est même pas une question, pour autant, on n'arrive pas à faire émerger ces questions-là. Donc, un des points de vigilance que j'aimerais qu'on garde aussi, c'est que ce n'est pas qu'une question du comment, ce n'est pas qu'une question de savoir est-ce que ça a des impacts ou pas. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, qui n'est pas l'organisme le plus... son but, c'est d'être conservateur sur certaines questions, et c'est le cas dans sa fonction, nous montre par A plus B, avec des preuves de niveau A, qu'aujourd'hui, l'engagement des usagers génère les impacts qu'on souhaite dans le système de santé, et pour autant, on va difficilement dans cette direction-là. Donc il y a aussi d'autres leviers qui se passent, il y a aussi d'autres déterminants qui font en sorte que malgré le fait que rationnellement c'est la bonne direction, on ne sait pas faire, on ne sait pas comment faire, et on a certaines peurs associées au fait d'aller expérimenter ça. Et on est peut-être aussi dans un système qui ne nous encourage pas à prendre des risques et à être valorisé quand on en prend, et on apprend à partir de ces risques. Et la dernière chose, on parlait des soins primaires et des territoires, ce qu'on est en train de voir actuellement, notamment avec les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, les maisons de santé pluripro, les centres de santé communautaires, c'est que la démocratie en santé n'y est pas formalisée de manière extrêmement rigide encore. Et donc, de ce fait-là, on a plein d'espaces dans lesquels on peut essayer d'autres manières de faire, qui n'est pas tout de suite de se dire « tiens, il me faut une CDU, il me faut un collège des usagers ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais si l'entrée aujourd'hui dans une MSP, c'est de dire « je veux faire de la démocratie en santé, je vais créer un collège des usagers », probablement que ces questions de gouvernance, ça va être un peu loin des préoccupations de la plupart des citoyens sur le terrain. Et que donc les MSP qui actuellement réussissent, elles partent plutôt du projet de santé locale, de l'éducation thérapeutique, de parcours de soins avec des pairs aidants, de tout ce qui peut être le plus proche possible de la réalité du soin, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, qui va directement intéresser la personne. Et ensuite, elles essayent de se dire comment je pourrais travailler dans la gouvernance de ces structures pour favoriser l'émergence de ces pratiques partenariales avec les patients dans les soins, mais dans un second temps la plupart du temps. Commencer par les questions abstraites, c'est toujours un risque, parce qu'on risque d'être un peu autorréférentiel et de se perdre là-dedans. Donc, globalement, cette question, moi j'ai un côté assez optimiste sur cette question, parce que dans le CNR, alors que vraiment on s'attendait à avoir un retour assez négatif là où on y allait, on a réussi à trouver des acteurs qui ont encore la foi et qui ont encore le goût d'essayer. Et de ce fait-là, bon, j'ai oublié de mentionner, sur les 250-60 CNR santé territoriaux qu'il y en a eu, il n'y en a qu'une vingtaine qui ont été accompagnés pour faire de la co-construction. C'est-à-dire l'essentiel, ce n'est pas fait avec un mode d'engagement extrêmement élevé. Mais dans celles où on l'a fait, c'est ce qu'on a trouvé.
Et ce qui me rassure là-dedans, c'est que donc on est aujourd'hui capable, avec les acteurs actuels et dans le système actuel, de les faire travailler ensemble, que ça fasse sens et qu'ils soient prêts à y aller. Mais la responsabilité qu'on a en retour, c'est que la plupart d'entre eux nous ont dit « on vous fait encore une fois confiance, ne nous décevez pas ». Et de ce fait-là, on a toutes et tous une responsabilité à capitaliser sur ce momentum pour pas une fois de plus leur proposer que des solutions institutionnelles qui ne répondent pas à la logique de refondation, mais justement d'aller accompagner aujourd'hui de manière complémentaire ces acteurs sur les territoires pour expérimenter avec eux des réponses aux défis de santé des territoires. Et aujourd'hui, ce n'est pas la réponse que le ministère offrira, donc ça va demander à France Asso Santé, à d'autres acteurs, et notamment dans les CPTS, tous les acteurs de professionnels déjà engagés, d'eux-mêmes ne pas attendre une invitation institutionnelle, mais d'eux-mêmes aller accompagner ces dynamiques de manière proactive, sinon ça n'arrivera pas, ou pas aussi vite que l'ampleur des urgences qu'on a à régler aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre Berkes. Donc, vous aurez sans doute des questionnements, mais en tout cas, vous avez posé le sujet de discussion, les questionnements, les enjeux. Et pour poursuivre, donc, je vais demander à Patrick Genre, donc, qui est élu, donc, maire de Pontarlier, président d'une commission permanente de la FHF depuis 2018, territoire et parcours, de nous présenter à la fois son expérience en tant qu'élu investi particulièrement dans la santé, donc de nous présenter aussi les enjeux et quelles peuvent être les conditions pour encourager les élus dans ces dynamiques, encourager les populations dans ces dynamiques. Merci Valérie, bonjour à toutes et à tous. Oui, quelques mots. Donc effectivement, c'est mon 5e mandat d'élu local, donc j'ai un petit peu d'expérience, toujours été impliqué dans les problématiques de santé. Je préside le CTS du Doubs, je suis vice-président national de la FHF, vice-président de la FHF Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, voilà, j'ai un certain nombre de responsabilités dans le domaine de la santé. Alors, j'ai eu Frédéric Valtoux, l'ancien président, auquel a succédé Arnaud Rominet, m'avait confié la présidence de cette commission permanente sur territoire, santé, prévention. On a retiré prévention pour se focaliser sur territoire et parcours. En fait, on est parti. Alors, cette commission était constituée parce qu'elle continue à travailler, bien entendu, à la fois d'acteurs de la santé, de directeurs d'hôpitaux, d'usagers, d'élus locaux. Enfin, elle est très, entre guillemets, représentative de ce qu'est, entre guillemets, notre nation et notre territoire. On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est PTS, CRSA, GHT, PTS, PRS, enfin, je veux dire, on se perd complètement aujourd'hui dans la gouvernance de la santé. Je ne parle pas des soins, je parle bien de la santé, parce que je pense qu'il faut avoir une approche qui soit, je dirais, systémique et qui englobe l'ensemble des aspects que la population ressent. Et ce n'est pas que le soin est finalement final. Le plus important est ce qui est en amont du soin, finalement, pour éviter que, justement, on engorge un peu trop les systèmes de soins. Donc, on est parti de cette réflexion de dire comment pourrions-nous proposer une nouvelle organisation de la santé au niveau national. Et c'est sur quoi nous avons travaillé pendant presque un an avec la commission permanente. Rapidement, nous sommes arrivés à je vous invite à aller consulter ce document, cette contribution qui a d'ailleurs été présentée et distribuée à toutes les candidates et tous les candidats de la présidentielle, et que nous travaillons aujourd'hui avec le président de la République, le ministre de la Santé, enfin les élus, le gouvernement actuel, pour essayer de faire passer un certain nombre de propositions. On part très rapidement, hein, on arrive à une pyramide, mais en partant du principe que ce qui marche, ce qui a marché et ce qui marchera, ce ne peut être que la proximité. Ce ne peut être que la proximité. C'est redonner, entre guillemets, une capacité à organiser, à décider, à proposer au territoire, au pluriel. Parce que chaque territoire est spécifique. Le territoire d'Île-de-France, ce n'est pas le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est pas le territoire de l'Occitanie. Et chaque territoire a ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces qu'on doit prendre en considération. Il doit y avoir un cadre national, bien évidemment. Mais ce cadre national doit être adaptable à chaque territoire. Et on est parti de ce constat, et pour redonner donc un peu de pouvoir à ces territoires, on propose une organisation en 3 strates. Le territoire d'action, qui est le territoire de proximité, qui est, entre guillemets, organisé. Alors, une chose aussi, je suis élu local, et donc parfois
je décris un petit peu, enfin, non pas que parce que la FHF a aussi cette volonté d'être représentant de toute la santé, pas que du public, bien entendu, avec les autres fédérations. Mais en tant qu'élu local, on se doit d'être en complémentarité entre l'offre publique et l'offre privée. On doit rapprocher, créer des passerelles entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Et la crise Covid a été un accélérateur dans cette prise de conscience et dans cette volonté de fédérer. Mais l'hôpital doit rester quand même le point d'ancrage. L'hôpital public doit rester le point d'ancrage. Et donc, territoire d'action, c'est le territoire de proximité qui associe les acteurs locaux, les médecins de ville, les hôpitaux locaux de proximité ou les petits CH, qui associent les usagers, qui associent véritablement les élus qui connaissent leur territoire, qui connaissent leurs spécificités, qui connaissent aussi les besoins en santé exprimés. Quand on dit santé, c'est aussi le médico-social et le social, d'où l'importance des acteurs des villes comme les CCS, par exemple, comme les personnes qui travaillent dans les quartiers, qui travaillent avec les maisons de quartier, avec les associations qui peuvent faire remonter les vraies préoccupations du territoire. Donc, territoire d'action qui va proposer un territoire de progrès qui serait plutôt un territoire départemental. Alors, territoire d'action, vous l'avez compris, serait plutôt, d'un point de vue strat politique, assez compliqué, mais plutôt tourné autour des intercos, des communautés de communes, pour simplifier. Territoire de progrès qui serait plutôt organisé autour du département. Et le département a un rôle majeur à jouer dans toutes les politiques sociales et dans tout le médico-social. On le sait très bien, ne serait-ce que par les EHPAD, mais pas que. Et puis, un territoire de recours qui serait plutôt un territoire régional avec le CHU qui serait, ou les CHU qui seraient véritablement un point d'ancrage. CHU qui peut être également un territoire d'action, parce que le CHU est le premier recours pour certains territoires. Il ne faut pas l'oublier. Donc, tout cela, pour faire quoi? Pour faire en sorte qu'on n'ait plus de politique qui soit en silo, de politique qui ne soit que descendante, mais une politique qui parte du terrain pour s'incrémenter et aller vers le dessus. Et non, on ne revient pas en arrière, on ne fait que progresser. On a un cadre général, et ensuite chaque territoire s'approprie ce cadre général en l'adaptant. Et c'est ce qui a été proposé par la FHF. Alors on a développé un certain nombre de choses. Ce qu'a proposé la FHF avec la responsabilité populationnelle fonctionne très bien avec cette proposition de territorialisation. On l'a vu, hein, donc Antoine Malone pourrait en parler encore mieux, beaucoup mieux que moi, mais on a vu que les 5 territoires qui ont testé cette responsabilité populationnelle, eh bien, en prenant ces 3 territoires d'action, de progrès, de recours, ça fonctionne, et ça fonctionne bien. Voilà. Donc, et ce que je voulais dire par là, c'est que moi, en tant qu'élu, eh bien, je suis aussi également président de l'Association des maires du Doubs, donc ce que cherchent les élus, c'est de se réapproprier un peu, entre guillemets, dans la gouvernance de la santé, ce que la loi HPST nous a retiré, avec la transformation des conseils d'administration en conseils de surveillance, avec la sortie des élus en tant que, entre guillemets, président de droit des conseils d'administration, ex-conseils d'administration, conseils de surveillance maintenant, se réapproprier, faire en sorte que nous, en tant qu'élus, et je le dis en tant qu'élus, hein, tous les élus ne sont pas forcément, ils le sont un peu plus avec la crise Covid, mais tous les élus n'étaient pas forcément tous concernés et ne se sentaient pas tous concernés par la santé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut véritablement qu'on redonne de la place aux élus. Les élus ne savent pas tout, ils ne peuvent pas tout, mais sans eux, je pense qu'on ne fera pas de progrès. En revanche, il faut créer ces passerelles entre tous ces acteurs et ces territoires, et il faut surtout arriver, donc ces territoires le permettent, et il faut surtout arriver à une simplification. Une simplification. Ça a été évoqué ce matin, je n'ai pas pu assister à tous les discours parce que j'accueillais des délégations en remplacement du président, mais de simplification et d'optimisation de la gouvernance. Aujourd'hui, on est, enfin je veux dire, ce qu'on nous demande aujourd'hui, la ESNS, le PRS, enfin, on croule, et vous qui êtes acteur de la santé, vous croulez sous les attentes des ARS, des uns et des autres, du département, des élus locaux. Il faut simplifier, il faut fluidifier les chaînes de décision, et il faut redonner du pouvoir au local. Et je terminerai par là, la meilleure des preuves, qu'est-ce qui a fonctionné dans cette crise sanitaire? Mais ça a fonctionné quand on a mis en place le binôme préfet, délégué départemental, élu local. Voilà, ça a été, le déclencheur a été la gestion des masques. Quand on a décentralisé, déconcentré la gestion des masques, on a réussi à relever le défi. Et donc je pense qu'il faut qu'on redonne, entre guillemets, des capacités de décision et de pouvoir au territoire, au pluriel, parce que c'est la somme des territoires qui fait la France, mais la France n'est pas un territoire. Voilà ce que je voulais dire en tant que président de cette commission. Merci beaucoup, Patrick Jean. Je pense que vous aviez aussi un exemple concret autour d'un cabinet éphémère qui fera la transition avec
avec le médecin libéral qui est à votre gauche. Oui, alors on a... Et je pense que c'est important aussi qu'on ait des exemples concrets de en quoi justement les élus peuvent participer à soutenir des projets avec les autres acteurs de l'État ou des acteurs de santé. Oui, donc il y a quelques années, Pontarlier, qui est une ville frontalière avec la Suisse, on n'était pas forcément concerné par ce qu'on appelle les déserts médicaux. On a eu 6 départs de médecins en l'espace de 6 mois. Donc on a basculé une situation qui était quasi normale, une situation qui était très critique. Et on a empoigné le dossier, on a réussi à, et ça c'est important parce que tout part, je pense que mon voisin en témoignera, tout part de la volonté des hommes et des femmes, bien entendu. Mais on a réussi à mettre autour de la table tous les acteurs par rapport à cette situation. La CEPAM, l'URPS, le Conseil de l'Ordre, l'ARS, bien sûr les élus locaux, l'hôpital. Et on a créé, qui a été repris en exemple et qui aujourd'hui a essaimé, peut-être pas le premier, mais un des premiers cabinets éphémères qui a marché. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'il faut maintenant parler, ça date de quelques années, mais 4-5 ans, il faut parler de temps médical partagé. Aujourd'hui, imaginez que partout en France, on aura un médecin en permanence partout. Je pense que malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. En revanche, on peut avoir du temps médical partagé partout. Et on a réussi à créer ce cabinet éphémère. J'étais venu le présenter à la ministre de l'époque, donc ici même au ministère de la Santé. C'est des médecins qui étaient avec moins de 3 ans, soit qui étaient encore en activité, mais dans une zone qui n'était pas sous tension, soit des médecins en retraite depuis moins de 3 ans, avec bien entendu des aménagements, CEPAM, enfin tout ce qui concerne l'aspect administratif. Et ils étaient venus et ils ont permis on a eu 4 médecins, 5 médecins qui sont venus à tour de rôle, qui permettaient d'avoir en permanence une consultation, 24 heures sur 24, pas tout à fait. Et ce cabinet éphémère a permis d'attendre la création de la maison de santé pluridisciplinaire qui était lancée. Et donc pendant 2 ans, ce cabinet éphémère a permis de répondre à l'attente des patients et d'avoir une réponse à chaque demande. Voilà. Et depuis, les cabinets éphémères se sont développés, ont évolué. Mais voilà, c'est un exemple où tous les acteurs se sont fédérés autour d'une problématique de base, de terrain, factuelle, concrète, et ont trouvé une solution. Merci beaucoup de cette illustration parce que je pense qu'elle traduit aussi ce que disait le président de la FHF ce matin, à savoir que c'est tous ensemble que nous allons pouvoir construire ce système de santé. Et Alexandre Berkès parlait tout à l'heure des soins primaires qui sont finalement un espace de créativité aujourd'hui par rapport à la démocratie en santé. Et je vais demander au docteur Jean-Paul Mire de se présenter sans doute et puis d'illustrer ce qu'il met en œuvre avec ses confrères et consoeurs et avec l'ensemble de la population, des élus, de l'hôpital de proximité, j'en témoigne, et du GHT sur son territoire à Bar-sur-Seine. Merci Madame Friot de nous donner l'occasion d'exprimer un petit peu ce qu'on fait sur notre territoire. Donc Jean-Paul Mire, je suis médecin généraliste, j'exerce en MSP à Bar-sur-Seine dans l'Aube, je suis président de la CPTS. Notre MSP a été inauguré en 2017. On est implanté à 50 mètres de l'hôpital de proximité. C'était la volonté des médecins au départ, puisqu'ils intervenaient sur le service de médecine moyen séjour qui faisait entièrement fonctionner. Et depuis 2020, un projet à l'initiative des professionnels de santé du territoire est devenu CPTS. Notre territoire, 23 000 habitants autour de Bar-sur-Seine. Donc Bar-sur-Seine, c'est à 35 km de Troyes, à l'est de Paris. Donc, je vais vous présenter des exemples concrets de démocratie en santé au sein de notre CPTS, dans le domaine des addictions, et le second sur les sorties d'hospitalisation depuis le service de diabétologie. Voilà. Dans le domaine des addictions, je vais vous parler d'une microstructure addiction. Qu'est-ce que c'est qu'une microstructure ? C'est une équipe, là, il y a 2 médecins généralistes, une intervenante sociale, une psychologue libérale. Le dispositif offre aux médecins, pour leurs patients qui sont suivis pour addiction, du temps de consultation avec un intervenant social ou avec un psychologue quand le médecin en sent le besoin. Les consultations pluriprofessionnelles, les débriefings, les bureaux voisins sont la norme.
une informatique partagée, un téléphone. Enfin, on est dans des bureaux voisins. Vous verrez la salle d'attente commune sur la diapo. Donc ça a permis de sortir dans des situations difficiles d'un exercice isolé. Ça permet d'être plus ambitieux dans notre pratique, dans nos pratiques. On a le réconfort d'un gain qualitatif. Et puis, par rapport aux confrères, ça valorise, ou par rapport aux confrères qui hésitent à s'engager, ça valorise la prise en charge de ces patients qui sont considérés comme un petit peu difficiles. Donc, on est arrivé à un exercice que moi, je juge attractif. Alors, je le juge attractif, c'est mon avis. Un autre aspect de cette attractivité, il y a 2 ex-internes qui ont choisi de faire leur sujet de thèse sur les patients suivis dans notre microstructure, une sur la satisfaction des patients, l'autre a questionné des patients suivis pour addiction. Alors, la question, c'était qu'est-ce qui leur a manqué dans leur parcours, qu'est-ce qu'ils auraient voulu. Donc une 3e thèse est en route, peut-être qu'on verra ça tout à l'heure. Voilà, j'arrive pas. Ah si, là voilà. Voilà notre salle d'attente. Les bureaux sont juste derrière. Les thèses, il y en a eu plusieurs. Il y en a une, la première thèse, puisqu'on est dans la satisfaction des usagers, c'était sur des patients d'un CADA, donc des patients allophones qui ne parlent pas du tout français, qui ont des problèmes compliqués. C'était la satisfaction par rapport à l'utilisation d'un dispositif d'interprétariat par téléphone, la satisfaction des patients. D'un point de vue méthodologique, c'était quand même compliqué. Bon, moi, on n'aurait jamais pu le faire tout seul. Bien sûr on a eu le soutien d'un médecin de santé publique de l'hôpital de Troyes. Le fait il y a 5 thèses, il y en a 2 qui sont en route en ce moment. Le fait de s'engager dans le soutien comme ça d'étudiants, ça oblige à s'améliorer. Ils nous font la confiance de s'engager avec nous. Donc c'est quelque chose qui est déterminant dans la structuration des projets. Et puis, sans complexe, d'essayer de développer, d'aller vers, en tous les cas, des pôles d'excellence à notre niveau. Donc, l'apport des étudiants dans le cadre des thèses, c'est majeur. Pour les usagers, les retours sont souvent positifs, mais pas que. Ça nous permet de nous améliorer. Et puis, il y a une satisfaction de ces patients. On dit que ce n'est pas très facile de les faire s'exprimer. C'est pas du tout vrai. Ils ont des expériences de vie qui sont bluffantes, qui touchent. Enfin, c'est quelque chose de très vivant. L'interne qui est en train de faire sa thèse, il a des entretiens en moyenne, sont peut-être à 55 minutes. Et en tous les cas, ça ouvre le dialogue, ça permet d'enrichir les consultations. Là encore, c'est nous, professionnels, qui avons écrit le projet pour nos besoins et qui nous sommes appropriés le potentiel du dispositif des microstructures. Alors, autre exemple d'organisation sur le territoire, l'implication d'une infirmière de pratique avancée. Donc, il y a une infirmière de pratique avancée qui est arrivée sur notre territoire il y a 9 mois, au mois de septembre, elle commençait. Donc, ces missions, c'est des consultations classiques, des missions transversales de coordination avec les autres, avec les infirmières, avec la directrice du foyer autonomie, avec l'hôpital, avec l'hôpital de proximité, l'hôpital de Troyes. Et puis, dans des situations en consultation ou en visite perçues comme complexes, le binôme médecin-IPA, ça évite de se sentir isolé. Ça rapporte du réconfort. Comment on en est arrivé là ? Vous parliez de cabinet éphémère. Il y a quelques années, il y a un médecin qui est parti d'un village autour de Bar-sur-Seine. Il a laissé la population sans médecin.
et puis en particulier un foyer autonomie. Donc un collègue avait commencé quelques consultations. Depuis 2019, moi j'avais pris la suite. En 2019, l'idée c'était de préparer pour faciliter l'installation d'un médecin. Mais il n'y a pas de médecin qui est venu, et puis le temps passait, moi je m'épuisais dedans. En janvier 2022, il y a une première IPA, une élève IPA qui est venue, donc on a été tout le temps ensemble dans ces consultations. Et ben, 2, c'est pas du tout la même chose. Puis une deuxième IPA, celle qui s'est installée après sur notre CPTS au niveau libéral. Donc c'est comme ça que ces missions ont émergé. Alors, les IPA, elles sont financées dans le cadre des consultations classiques, mais dans ce qui est mission transversale ou dans le binôme avec les médecins, ben, c'est un temps pour lequel il n'y a pas de rémunération qui est prévue. C'est là qu'intervient la CPTS qui finance l'IPA sur 2 jours par semaine sous la base de vacations qui fait que le système est viable. Donc là, ça nous a permis d'aborder un collègue hospitalier sur l'hôpital de Troyes, à l'occasion d'une RCP, nous a interpellés sur la sortie d'hospitalisation des patients sans médecin traitant. On a réfléchi, comment on peut faire. À partir de cette expérience-là, ce qui est proposé, c'est que l'IPA pourrait recevoir les éléments nécessaires à la continuité des soins. S'il n'y a pas de médecin traitant, contacter le médecin le plus naturel, celui que le patient connaît, souhaite, contact avec les infirmières libérales qui connaissent souvent le patient. Dans un deuxième temps, la visite au domicile du patient au plus tôt de la sortie d'hospitalisation pour évaluer au niveau gériatrique, social, clinique, paraclinique et coordonner les interventions des infirmières. Et ensuite, le retour au médecin traitant, soit par messagerie sécurisée ou bien avec une consultation à 2. Là encore, que ce soit du côté infirmière ou du côté médecin, ça peut être financé par la CPTS. Donc, les lignes directrices, c'est proposer aux médecins, mais pas seulement aux médecins, à tous, des expériences pluriprofessionnelles positives d'exercice coordonné. Il faut que ça soit agréable. Il faut qu'on y trouve un intérêt, qu'on ressente un intérêt. Ça permet à chacun de mieux connaître les ressources du territoire, de développer nos interactions ville-hôpital. Donc la demande, encore une fois, elle a été faite par le chef de service de diabéto à l'occasion d'une RCP. C'est les acteurs du territoire qui savent ce qui leur manque, ce dont ils ont besoin. Encore une fois, c'est une construction par nous, pour nous, hein, comme dans le cadre de la microstructure. Donc, l'exercice des professionnels de soins, comme premier usager, les professionnels de soins, ils ont des patients qui sont de plus en plus lourds, d'accéder à une hospitalisation, d'accéder à un avis spécialisé, à une imagerie, à un transport. Tout est compliqué avec des injonctions de toutes parts. Le risque d'épuisement, de démotivation, il est assez grand. Donc, avec l'exercice coordonné, on a, à notre initiative, sur notre petit territoire, on apporte une piste de solution. Je souligne la grande convergence des dispositifs, maisons de santé, CPTS, contrat local de santé, hôpital de proximité, notre contribution au CTS. Nous, on est 3 localement à être investis dans le CTS. Et puis, chaque fois, on se renforce, on élargit, on va vers plus. L'ouverture et l'inclusion plus ambitieuse dans un processus démocratique en santé,
pour être inclusif, ouvert, c'est difficile pour des professionnels de santé isolés de s'impliquer. Enfin, nous, dans le cadre de notre expérience CPTS, on a l'impression d'avoir un peu de la maturité qu'il faut pour contribuer à des organisations plus larges. Donc, on ne voit pas le bas de la diapo. Nos premiers pas dans un processus démocratique en santé, ils sont plutôt heureux et ça nous donne envie de plus. Voilà, merci. Donc on a donc un point de vue, justement, déjà de considérer les professionnels de santé comme des acteurs qui participent parce qu'ils habitent sur un territoire, parce qu'ils sont impliqués. Je pense qu'on aimerait tous entendre un représentant des usagers, Madame Marie-Annick Lambert. Vous êtes donc membre de France Asso Santé. Vous participez à des instances dans des établissements. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, comment les usagers se retrouvent ou se retrouvent pas encore complètement dans ce système qui affiche sa volonté d'intégration et de co-construction, mais qui peut-être a encore besoin très largement de leur participation. Bonjour. Moi, je ne peux que me réjouir de ce que je viens d'entendre. Simplement, je crois que le docteur Mir a prêché une convaincue, parce que c'était une expérience formidable, mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours une hétérogénéité dans les territoires, ça tout le monde le sait, mais il y a aussi une hétérogénéité très marquée des expériences. Alors pourquoi ça marche ici, pourquoi ça ne marche pas là? Pourquoi ça ne marche pas? C'est certain, si ça ne marche pas, c'est d'abord parce que personne, ou parce que les acteurs qui pourraient travailler ensemble ne comprennent pas ce que ça pourrait leur apporter que l'exercice coordonné. C'est au départ, c'est sûr que s'il y a une méconnaissance de l'apport de l'exercice coordonné, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est sûr. Le cadre institutionnel, je pense que depuis 20 ans, depuis la loi du 4 mars 2002, on l'a construit progressivement et qu'il ne convient pas de le compléter parce qu'on voit qu'en empilant les structures, soit vous faites que de toute façon, elles ne travaillent pas entre elles, parce que si vous rajoutez une structure, ça ne veut pas dire qu'elle va travailler avec les autres existantes, soit c'est parce que vous y retrouvez les mêmes personnes dans ces différentes structures et qu'elles sont épuisées d'intervenir dans tous ces différents endroits. Donc je pense que le cadre institutionnel, on l'a. La volonté de bien utiliser le cadre institutionnel, c'est là le moteur, c'est là le carburant. Et j'étais très intéressée par ce qu'évidemment a expliqué Alexandre très bien, c'est que je pense que le cadre institutionnel au niveau de l'organisation de notre système de santé, on l'a maintenant. En revanche, ce qui est intéressant 20 ans plus tard, dans le sujet qui est le sujet de cette table ronde, c'est effectivement de partir des expériences pour pouvoir mutualiser celles qui fonctionnent et s'enrichir. C'est-à-dire c'est la démarche inverse qu'il faut faire aujourd'hui. On a posé les cadres institutionnels qui permettaient l'exercice de la démocratie. Maintenant, on va faire des expériences de démocratie qui optimisent les cadres d'exercice coordonné. Ce que j'ai retenu aussi, c'est la perception contraire de l'effet Covid. Car ce qu'a dit Alexandre, c'est qu'au niveau des patients et des usagers, et en particulier des représentants des usagers, l'expérience Covid a été très mal vécue dans les territoires, car il y a eu un écart, enfin un rejet naturel. Les professionnels de santé, au contraire, eux, face à la crise, se sont regroupés. Et donc il y a eu un effet totalement contraire, et on peut y voir simplement ce que nous on ressent toujours en 2023, c'est qu'il y a un regroupement naturel face à la crise des professionnels entre eux, mais la démocratie en santé s'est vécue plutôt comme un inconvénient que comme un plus. Ça, c'est pour nous, ça a été vraiment flagrant, même si, je ne généraliserai pas, et même si dans certains endroits, les usagers ont été associés. Mais c'était quand même intéressant que face au même événement,
les professionnels se soient regroupés, mais écarté les usagers, donc qu'on ne perçoit toujours pas dans la potentialité d'apport qu'ils peuvent constituer pour le système de santé. Il n'y a que par l'expérience et par un exercice coordonné où on les associe que quelque part on comprend et on est convaincu qu'effectivement cette synergie avec les patients et avec les usagers, quelle que soit la forme des RU, des représentants des usagers, mais des patients partenaires, mais des pairs aidants, enfin, il n'y a que les gens qui ont expérimenté cet exercice qui en sont convaincus, mais il reste encore un grand chemin à faire. Nous, on a vécu la même chose dans les CNR, dans les territoires, car je veux bien croire que dans certains, ça se soit bien passé. Dans la plupart, les remontées qu'on a eues, nous, c'est que les usagers n'avaient pas eu la parole. Parce qu'il y avait une prise de parole évidemment majoritaire des acteurs professionnels, et que, là encore, l'usager paraît vraiment la cinquième roue de la charrette. On ne comprend pas ce qu'il peut apporter. Donc voilà, il faut le construire, il faut développer. Et je voudrais juste dire que tout à l'heure, vous ai entendu dire une expression qui, moi, m'a heurtée, et j'ose l'avouer. Vous nous avez dit qu'il faut que les acteurs locaux, les élus locaux se réapproprient. Et moi, je réagis instinctivement, car il ne doit y avoir d'appropriation par personne. Mais en revanche, il ne faut pas que vous vous réappropriez, mais il faut qu'on apprenne à construire ensemble. Voilà. C'est pas le sens que je donne. Non, mais c'est un clin d'œil. Ne le prenez pas mal. Vous voulez tout de suite intervenir? En tout cas, voilà. Simplement, voilà, les sujets. Ce que j'ai voulu dire, c'est que pour les élus locaux, et j'en suis un, les problématiques de santé n'étaient pas forcément, jusqu'à très peu de temps, au cœur de leurs problématiques. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils se réapproprient, qu'ils s'investissent dans la politique de santé. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'ils s'approprient en étant les seuls décideurs, bien au contraire. Mais il faut qu'ils reprennent conscience, et la crise Covid a été un détonateur et un révélateur. Il faut que, avant, c'était uniquement les élus qui avaient un hôpital ou qui avaient des problèmes qui se préoccupaient de la santé. Aujourd'hui, tous les élus doivent être des acteurs de la santé aux côtés des autres, pour être plus clair. Oui, mais c'est un clin d'œil. Non, mais c'est important aussi de bien redéfinir ces éléments, puisqu'en fait, on a, et vous l'illustrez tous les deux, on a les élus qui représentent, qui sont les représentants de la population, et on a des représentants des usagers qui représentent des usagers. Et l'ensemble de ces acteurs participent à des instances, et la démocratie sanitaire, c'est aussi l'ensemble du dispositif de construction de la décision au niveau des territoires, au niveau des établissements de santé. Et donc, à ce titre, donc Denis Valzer, qui est délégué régional de la Fédération hospitalière de France et conseiller justement d'appui au territoire auprès de la déléguée générale. Donc, voilà, Denis, ton avis et ta réflexion par rapport à cette construction, cette co-construction qui est censée se faire dans ces instances pour faire évoluer le système avec l'ensemble des établissements de santé. Oui, d'abord, je voudrais d'abord éclaircir un petit peu mon parcours, hein, puisque je suis d'abord directeur d'hôpital. Je suis un technocrate au départ. Et que, en fait, effectivement, je suis chargé à la FHF à la fois de l'appui aux fédérations régionales, donc au réseau de l'ensemble des établissements, et également délégué régional Bourgogne-Franche-Comté, ce qui me permet quand même, notamment avec Patrick Genre, d'être quand même très proche du terrain. Moi, il y a déjà beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que on est quand même dans un sujet démocratique qui est quand même particulièrement important, parce que quand on voit les études, la santé, c'est quand même une des préoccupations principales des Français. Et puis je crois que c'est là que vit la démocratie. Et puis je crois qu'il y a vraiment deux axes qu'on voit bien autour de cette table ronde. C'est-à-dire qu'il y a la démocratie représentative à travers les élus, hein, et puis il y a la démocratie, je dirais participative, à travers les représentants les usagers et les représentants des usagers. Parce que c'est vrai que souvent quand on parle de démocratie en santé, je le dis, et il s'exclut aussi souvent, on exclut les élus.
quoi. C'est-à-dire que Patrick Jean l'a un peu dit. Finalement, au départ, il y avait quand même très peu d'élus qui étaient vraiment en prise avec les problématiques de santé, sauf quand ils étaient présidents de la conseil de surveillance d'établissement. Avec la territorialisation, avec le Covid, tout ça évolue très très vite. Et effectivement, et aussi parce que le fait qu'il n'y a plus de médecins sur les territoires, il faut aller en chercher, que chaque jour au marché, on vient leur dire qu'il y a un sujet d'accès. Donc là, je crois qu'il y a effectivement le rôle des élus qui est à questionner. Et puis deuxièmement, effectivement, il y a la démocratie participative qui doit vivre à travers les représentants des usagers. Mais je crois que ces deux éléments sont pas du tout concurrents, ils sont complètement complémentaires et le sujet c'est de les faire vivre ensemble avec chacun leurs apports. Le deuxième élément que je voudrais dire, c'est qu'on est dans un pays qui est quand même très très jacobin, où en fait on fonctionne toujours de manière descendante. Bon, Patrick Jean l'a dit, hein, tout ça c'est extrêmement complexe. Bon, effectivement, quand on n'est pas du monde de la santé, comprendre comment ça fonctionne, comprendre les mécanismes. Aujourd'hui, on est en train de construire les PRS avec les agences régionales de santé. Il faut dire quand même que je pense qu'il faut quand même être très spécialiste pour s'y retrouver. Moi, c'est mon job. Mais bon, j'ai beaucoup de mal quand même encore, après quand même une quarantaine d'années dans le domaine, de comprendre comment tout ça fonctionne. Et je crois que vraiment, ça a déjà été dit, il faut retrouver, notamment dans le cadre des parcours de soins, parce que bon, je veux pas attaquer les ARS, mais bon, on a dans les Didier, Didier me connaît, hein, dans les PRS, on a des trucs hallucinants sur les parcours de soins, c'est-à-dire qu'on nous fait des théories sur les parcours de soins, alors que le parcours de soins, c'est quelque chose qui se construit déjà au niveau du micro-territoire, comme l'a dit Patrick. Après, il y a le recours, on est d'accord, mais je pense que tous les représentants des usagers, tous les élus, tout le monde finalement est capable d'appréhender comment ça se passe au niveau d'un micro-territoire pour le parcours de soins. Par contre, quand on le prend au niveau d'une région entière, ou bien même au niveau national, plus personne n'y comprend rien. Et on en vient à des constructions qui sont complètement théoriques. Donc je pense qu'il est urgent de revenir à une approche ascendante de ces éléments-là, ce qui d'ailleurs enlève pas du tout leur rôle aux ARS, qui est finalement de déterminer un certain nombre de fondamentaux de planification sur la base de ce qui leur remonte. Et puis, de travailler sur des micro-projets et de travailler sur des projets de territoire, hein, qui devraient être la base d'une construction de la planification de la santé et puis du travail. Troisième élément, ça a été amené. Je pense qu'il est important pour tout ça, c'est que dans la santé, on s'organise. Bon, les hôpitaux, on est assez bien organisés puisqu'on est quand même très institutionnalisé. Mais c'est vrai que ça a été longtemps un sujet dans la médecine libérale. Et je crois qu'il y a un élément quand même particulièrement important, c'est la mise en place de l'exercice collectif de la médecine, des maisons de santé, des CPTS maintenant, parce que ça nous permet, nous dans les hôpitaux, d'avoir des interlocuteurs, et puis ça permet aussi à l'ensemble des usagers aussi de construire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas... un médecin libéral qui travaille tout seul individuellement, il écoute ses patients, mais il n'a pas une démarche réelle d'écoute, effectivement, de la difficulté, effectivement, dans le cadre du parcours qui est organisé. Et puis, dernier élément, je pense que l'important, c'est la construction. Par les usagers, par les élus, par les professionnels, d'un certain nombre de manières de travailler. Et je pense qu'un des exemples clairs, c'est la responsabilité populationnelle, à travers notamment ce que construit la FHF. Parce qu'effectivement, ça permet de renverser la logique, c'est-à-dire de partir des besoins d'un territoire et puis de déterminer des actions qui sont d'ailleurs pas seulement des actions de santé, hein, qui sont aussi des actions sociales, qui sont des actions d'éducation, qui sont des actions de prévention, qui sont des actions dans le domaine du sport, etc., et qui effectivement permettent de travailler tous ensemble. Et ça, on l'a bien vu pendant le Covid. Les territoires, on en a un en région Bourgogne-Franche-Comté qui est la Haute-Saône, qui avait entamé cette
politique de responsabilité populationnelle, ils ont été très armés dans le cadre du Covid pour travailler avec tout le monde. Parce qu'ils avaient déjà, sur des bases d'un travail autour du patient, posé des jalons d'une coopération. Parce que quand on fait des coopérations, je m'adresse à vous, docteur, avec les libéraux, bon, il ne faut pas aller sur le plan institutionnel. Il faut parler du cœur de métier, c'est-à-dire c'est le patient, la manière dont on va le prendre en charge. Si on commence à dire, bon, on va signer une convention, ça ne vous fait pas rêver, quoi. C'est une convention avec l'hôpital. Le problème, je crois que c'est à un moment donné de se dire, bon, voilà, comment on va essayer. Bon, je vois bien des gens qui rigolent parce qu'ils passent leur temps à rédiger des conventions, n'est-ce pas, Emmanuel? Je pense que ce qui est important, c'est de se dire comment on se met ensemble pour arriver, de manière organisée, parce que la responsabilité populationnelle, c'est pas quelque chose c'est pas un doux rêve, c'est quelque chose d'organisé, d'arriver à co-construire et donc à construire des relations autour du patient. Voilà. Merci beaucoup, Denis, de faire ce lien avec la responsabilité populationnelle, puisque ça fait aussi une bonne transition avec l'intervention de Solange Gaudy, qui est maire d'un village. De 300 habitants dans l'Aube, qui expérimente aussi la responsabilité populationnelle. Et surtout, la question que j'ai envie de vous poser, Madame Gaudy, au-delà de vos différentes fonctions de présidente de communauté de communes et de présidente de CLS, c'est justement pourquoi s'engager dans un contrat local de santé alors qu'il n'y a pas d'hôpital sur le territoire sur lequel vous êtes élu. Il y a un EHPAD public sur lequel vous êtes beaucoup appuyé. Mais du coup, qu'est-ce qui encourage un élu à y aller et à être force de conviction et de mobilisation des autres acteurs? Bonjour à tous, merci Madame Friot-Guichard, rurale, au nord de Troyes, entre Troyes et Châlons-en-Champagne, dans le département de l'Aube, sur les communes d'Arcy, Mailly et Rameru, une petite communauté de communes qui regroupe à peu près 12 000 habitants. Alors c'est un secteur essentiellement, on va dire, agricole, agricole, mais il y a aussi de l'industrie, mais les plus grosses industries sont des industries agroalimentaires. Et lorsque j'ai pris mon poste, lorsque j'ai pris mes fonctions au niveau de la présidente de la communauté de communes, bien sûr, tout de suite, on s'est emparé d'un projet de maison de santé, une MSP, parce qu'on pensait que une MSP, ça allait finalement résoudre tous nos problèmes de désertification médicale. Mais voilà, une fois que la MSP elle a été construite, on s'est bien vite rendu compte que c'était pas la solution et que finalement nous, en tant qu'élus de proximité, il fallait que finalement on fasse quelque chose de plus efficace et qu'on prenne la santé. Pour nous, la santé, c'était véritablement une question primordiale, une question de proximité avec nos habitants. Alors, comment s'y prendre finalement pour pouvoir travailler sur une question de santé? Parce que quand on est élu, on ne sait rien faire. On a beaucoup d'idées, mais on ne sait rien faire. Et donc, on s'est tourné vers notre partenaire qui a été l'ARS, pour mettre en place un contrat local de santé. Alors, on ne savait pas trop, finalement, ce que cela allait donner, d'autant que, finalement, notre contrat local de santé, on a commencé les premiers groupes de travail en 2021, c'est-à-dire que comment c'était à cette époque-là en visioconférence, mais on s'est très vite rendu compte que c'était quelque chose qui véritablement intéressait les différents acteurs, les usagers. Alors on avait bien sûr fait un diagnostic au préalable et ce diagnostic nous avait permis de mieux connaître finalement les habitants de notre territoire. On s'était rendu compte, et on le savait déjà, mais on s'était rendu compte que finalement, on avait une population vieillissante. Bon, ben oui, c'était comme ça. Mais ce que finalement le diagnostic a dégagé, c'est que non seulement on avait bien sûr une population vieillissante, mais on avait
quand même beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes dont il fallait aussi s'occuper. Pourquoi beaucoup de jeunes? Une proportion, on va dire, de 14% de jeunes. Pourquoi est-ce que dans ce territoire très rural, on avait des jeunes? Eh bien, parce qu'un certain nombre de ces grosses communes avaient mis en place donc des lotissements avec des jeunes familles qui étaient venues s'y installer, hein, parce que c'était, on va dire, dans les années 2010, par exemple, hein, avec finalement des jeunes familles qui étaient venues s'installer dans les villages parce que donc les terrains n'étaient pas chers, parce que finalement ils avaient des possibilités de prêts au niveau des organismes bancaires qui étaient intéressantes à ce moment-là. Et voilà, on avait beaucoup de jeunes. Et il fallait s'occuper donc de cette situation-là. Alors, en effet, donc on a travaillé sur notre contrat local de santé pendant 1 an, et ce contrat local de santé a été signé donc en fin d'année 2021. Ce contrat local de santé, malgré qu'on ait fait ces réunions de groupe, enfin ces groupes de travail en visioconférence, on était à peu près toujours une vingtaine, 25, et finalement c'était très motivant pour nous, et on a déroulé donc une trentaine d'actions. Alors donc avec des axes bien sûr sur le bien vieillir et le soutien aux aidants. On avait un deuxième axe justement sur la jeunesse, parce qu'on pensait que qu'il fallait faire quelque chose pour eux. On avait un axe sur l'accès aux soins, parce que c'était une des difficultés qu'on avait sur notre secteur. Et puis donc on avait un quatrième axe que j'oublie, non, je n'oublie pas, un axe sur l'environnement, parce que donc au niveau de la ruralité, l'environnement, il n'y a pas qu'au niveau des villes qu'on parle de l'environnement, on en parle beaucoup donc au niveau de la ruralité, et notamment de l'eau. L'eau, on n'en manque pas. On n'en manque pas, sauf que l'eau, la difficulté, c'est le partage de l'eau. Parce que c'est le partage de l'eau, oui, parce que on a une agriculture, on a une très belle agriculture, qui produit des légumes, hein, ce sont nos agriculteurs qui nous nourrissent, et si on veut qu'ils nous nourrissent bien, il nous faut des beaux légumes, et pour avoir des beaux légumes, il faut les arroser. Et donc l'eau, c'est un véritable enjeu sur nos territoires, hein. Et donc ça a été aussi un axe de notre contrat local de santé. Voilà, donc parmi les événements phares, on va dire, de notre contrat local de santé, eh bien, on a souhaité mettre en place un forum de la santé. Alors pourquoi finalement faire tout ça? Pourquoi finalement se donner le mal de faire tout ça? Eh bien parce que je suis convaincue, et nous sommes convaincus, que finalement la santé, eh bien, c'est primordial. La santé, ça fait partie de la vie de nos habitants, et compte tenu de la difficulté donc de la désertification médicale, il nous fallait rassurer à la fois nos habitants, hein, qui manquent de médecins. Il nous fallait donc rassurer nos habitants, mais il nous fallait aussi soutenir nos médecins qui supportent la pression justement des habitants en disant ben oui, j'ai pas de médecin, comment est-ce que je vais faire? Donc ce qu'on a essayé de faire finalement, c'est de faire beaucoup, et on fait beaucoup de prévention. Notre objectif, c'est de faire de la prévention, de rencontrer nos habitants, de leur expliquer que peut-être que finalement, ce n'est pas toujours utile. Il y a peut-être des choses à faire avant de demander à rencontrer un médecin. Il y a d'autres acteurs, et c'est vrai qu'au cours de ce diagnostic et au cours donc, de ce contrat local de santé, on s'est rendu compte que sur notre territoire, il y avait beaucoup de professions paramédicales, finalement, que certains utilisaient, mais dont on n'avait pas connaissance. C'était de réflexologues, c'était diététiciennes, c'était donc des personnes qui s'occupent au niveau de l'addictologie, par exemple. Bon, il y avait beaucoup de ces professionnels, finalement, qui ont été recensés. C'est ce qui nous a donné aussi l'idée de faire un annuaire de tous les professionnels de santé sur notre territoire, et qu'on a diffusé dans toutes les boîtes aux lettres donc, de notre territoire. Alors, je ne sais pas si tout ce qu'ils ont fait, si c'est véritablement efficace, mais toujours est-il que c'est l'occasion, finalement, de pouvoir mettre
mettre différents acteurs en place, de mettre une certaine dynamique en place. Et cette dynamique, justement, on l'a trouvée au moment du premier forum de la santé qu'on a fait. Alors, ça s'appelait « Bien vieillir chez soi ». Bon, alors c'était le premier thème, bien vieillir chez soi. Alors, bien vieillir chez soi, c'est pas mettre un lit médicalisé. Bien vieillir chez soi, eh bien, c'est finalement, c'est le bien-être, c'est le sport, c'est rencontrer des amis, c'est bien cuisiner, enfin, c'est l'alimentation, c'est voilà. Ce qu'on souhaitait, c'est que les gens qui allaient venir nous voir dans ce forum de la santé où il y avait à peu près une 50aine d'exposants. Il y a eu aussi des tables rondes, il y a eu une conférence donc par le médecin-chef. Donc l'objectif, c'était que les personnes qui allaient venir nous voir, eh bien, se sentent bien et puissent bien sûr trouver peut-être des nouveaux loisirs, puissent rencontrer des personnes, mais au milieu de ce bien-être, au milieu de ces loisirs et tout ça, il y avait quand même donc les EHPAD qui étaient là, il y avait la CPAM qui était là, et donc ce qu'on voulait surtout, c'est que les plus anciens soient accompagnés de leurs enfants, de façon à ce que les enfants puissent prendre des renseignements sur la possibilité d'une maison de retraite, sur la possibilité d'un logement intermédiaire. Voilà, c'était ça l'objectif. Et l'objectif aussi, c'était finalement que les aidants puissent aussi avoir la possibilité de rencontrer d'autres aidants, sachant que finalement, les aidants sont quelquefois plus fatigués que la personne âgée elle-même. Donc on essaie justement au niveau des aidants, on essaie de les faire rencontrer régulièrement dans des cafés, dans des réunions, et on est en train de mettre en place un système, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais un système pour que les personnes âgées puissent être réunies pendant que les aidants puissent avoir l'accueil du jour. L'accueil du jour, c'est ça, un accueil de jour. On est en train d'essayer de le mettre en place pour que les aidants puissent un petit peu souffler. Et cette année, on s'occupe des jeunes. Et cette année, on met en place un forum de la santé, donc destiné aux jeunes de 11 à 25 ans. Ça aura lieu donc le 16 juin prochain et on est en plein dans l'organisation en ce moment. Là aussi, donc, on a une 50aine d'exposants, mais ce ne sont pas les mêmes. On a une 50aine d'exposants avec des choses très ludiques pour les addictions. On a un escape game. Voilà, on a des choses pour justement que ce soit attractif pour les jeunes qui vont venir aussi avec leurs parents. Cette fois-ci, c'est seulement sur une après-midi. Les collégiens en début d'après-midi, les lycéens plutôt en fin d'après-midi. Et en soirée, donc, on a une conférence donc, qui est réalisée par un médecin, une conférence pour savoir dire non à son enfant. Voilà. Bon. Voilà. Oui, alors tout ça c'est pour aider les parents. Dans le cadre de leurs adolescents, ils ont quand même quelquefois beaucoup de mal avec leurs adolescents, et donc ce sera une conférence pour leur apporter peut-être des solutions aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore... oui, je vais vous laisser. Je pense que vous vouliez parler d'un point supplémentaire. Je vous laisse juste en parler et puis donner la parole aux représentants. Il ne faut pas que vous me laissiez parler trop longtemps parce que en tant qu'élu... On veut laisser quelques places aux questions. En tant qu'élu, nous sommes, je pense, quand même passionnés par ce que nous faisons. Notre vivier, ce sont nos habitants. On veut que nos habitants, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, mais on veut que nos habitants soient le mieux possible, et c'est notre leitmotiv. Et donc en plus, en ce moment, on est en train de s'occuper des bébés, là, des petits. Alors, nous avons construit une crèche, un relais petite enfance, et tout ça c'est bien, bon. Mais notre projet à l'heure actuelle, alors c'est simplement en cours de constitution, mais ça va démarrer. Donc on est en train de créer la maison des 1000 jours sur notre territoire. La maison des 1000 jours, c'est simplement un guichet unique.
c'est un guichet unique bébé, on va dire. C'est un guichet unique. Les mi-jours, c'est depuis le 4e mois de grossesse jusqu'à 2 ans. Et là, c'est un guichet unique où finalement, alors il y a une coordinatrice qui fera le planning, on va dire, des différents ateliers qui vont être mis en place. Mais ce que l'on souhaiterait mettre en place, c'est utiliser toutes les ressources locales. Alors, ça peut être sage-femme, ça peut être diététicienne, ça peut être la directrice de crèche, ça peut être aussi, au niveau juridique, peut-être la maison France Service. Mais ce qu'on souhaite, c'est un lieu unique où les parents pourront venir avec leur enfant, voilà, jusqu'à 2 ans en plus, si c'est nécessaire, de façon à soit suivre des ateliers, soit finalement rencontrer une sage-femme au cours de la grossesse, voilà, de façon à ce que ce soit leur maison. Que ce soit leur maison et que, je veux dire, on ne va pas aller chercher des ressources qui vont nous coûter cher très loin. On va simplement utiliser les ressources qu'on peut avoir sur notre secteur en essayant de bien s'organiser pour que cette maison soit véritablement la maison des parents. Alors toujours dans le même objectif, c'est que si une maman est un peu perdue avec son bébé, c'est pas la peine qu'elle téléphone au médecin. Je veux dire, elle n'a pas besoin du médecin, elle a besoin de quelqu'un qui va la rassurer au point de vue de l'alimentation, qui va la rassurer. Peut-être ce sera la sage-femme, peut-être ça peut être la directrice de crèche pour l'allaitement ou des choses comme ça. Ce sont des choses simples et ce sont des problèmes que nous rencontrons régulièrement. C'est peut-être pas nécessaire, si son enfant il a de la fièvre, c'est peut-être pas nécessaire d'aller aux urgences, c'est peut-être pas nécessaire. Il y a aussi la télémédecine qu'on est en train de mettre en place. Peut-être que c'est suffisant. Avoir un rendez-vous par télémédecine le lendemain parce que son bébé il a de la fièvre, parce que c'est peut-être suffisant. Et on pense que on pense qu'on peut épauler notre population. On peut peut-être désengorger les urgences, peut-être qu'on peut décharger les médecins en apportant tous ces systèmes, on va dire, de prévention. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Merci, Madame Gaudy. On sentait la passion des élus et de ces acteurs qui sont engagés. Alors, je pense qu'on a parlé de la santé, monsieur le directeur général d'ARS, donc du coup, il y a un vaste panorama de la santé, de la prévention à l'ensemble du système. Et donc, comment, quand on est en responsabilité d'une agence régionale de santé, on introduit, on mobilise cette démocratie en santé, ces acteurs qui veulent participer et contribuer à l'amélioration de la santé, à l'amélioration de l'organisation du système de santé dans les politiques régionales qu'on mène. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et tous, et heureux de retrouver un certain nombre de têtes connues, puisque Patrick Jean a cité tout à l'heure 3 régions qui sont chères à mon cœur pour des raisons différentes, donc saluer celles et ceux dont j'aperçois les silhouettes dans la salle. Vous dire que moi, je suis dans une région, l'Occitanie. Pour celles et ceux qui croient la connaître, généralement, vous en connaissez un morceau ou plusieurs morceaux, mais vous ne connaissez pas l'unité. L'unité de la région Occitanie, c'est 13 départements, chacun avec ses richesses, ses particularités, ses spécificités. Mais ce sont avant tout 13 départements ruraux. Vous avez tous les départements, c'est 90% de territoire rural, la région. Et pour bon nombre d'entre eux, des territoires de montagne. Alors vous avez bien entendu les Pyrénées, mais n'oubliez jamais le Massif central, et puis grosso modo, même dans l'Hérault, ce n'est pas que le littoral autour de la Méditerranée, c'est aussi les hauts-cantons, et c'est déjà la montagne. Et forcément, cette culture territoriale, dans la région Occitanie, peut-être plus que dans tout simplement, c'est impossible. Celles et ceux qui me connaissent, j'ai coutume de dire que je n'ai toujours pas trouvé véritablement le point commun entre le Gard, le Gers. Je pourrais dire la même chose entre le Lot et les Pyrénées-Orientales, si ce n'est qu'on a des couples célèbres qui peuvent faire le lien entre tout ça. Mais il n'empêche que quand nous parlons santé avec les Gersoises et les Gersoises, je ne parle pas de la même chose avec les Gardoises et les Gardois.
Et c'est bien naturel. Ça veut donc dire que cet ancrage territorial, l'agence régionale de santé, même si elle est régionale, elle doit avant tout être sur les territoires. Je vais revenir sur la démarche du CNR, mais ça veut dire, et Madame la maire, j'ai bu vos paroles, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots. Ça veut dire qu'il faut se rendre sur le terrain et vous écouter bien les élus, la population, grosso modo ce qui fait la force démocratique de notre nation, y compris d'ailleurs la démocratie sociale, je le dis pour les représentants des usagers, mais moi je n'ai, Alexandre l'a dit tout à l'heure, de la peur des tomates, je n'ai absolument pas peur des tomates, d'une part c'est assez bon, j'adore les tomates, c'est bien. Il faut savoir entendre et écouter. Et ça, pour le faire, il faut aller sur le terrain. Parce que la meilleure façon de comprendre comment un territoire fonctionne, est en difficulté, c'est d'aller rencontrer les gens in situ. C'est aussi de valoriser ce qu'ils y font. Vous avez dit, Madame la maire, ce que nos agriculteurs produisent, etc. En fait, la santé, vous ne pouvez pas le détacher de tout le reste. C'est un tout, ça fait partie de la vie, tout simplement, tout comme l'éducation, tout comme la production alimentaire. Et effectivement, moi, quand je me rends à Pouillastruc, je vais faire une interrogation pour savoir ici dans la salle qui sait où ça se trouve. C'est un village de 700 habitants dans les Hautes-Pyrénées. Eh bien, il y a des problèmes de santé. Eh bien, c'est normal qu'un jeudi soir, le directeur général d'ARS y soit. Tout comme c'est normal qu'il soit avec le président de la métropole de Toulouse ou celle de Montpellier, tout comme quand je vais dans le plateau Cerdan ou dans le Lot ou dans le Gers à Vic-Fezensac ou encore dans les Cévennes. Et je pourrais vous en situer comme ça pour vous donner un peu l'eau à la bouche. C'est bientôt l'été et vous allez préparer vos vacances. Ce que je veux dire par là, c'est que la démarche CNR en elle-même, c'est aussi un état d'esprit d'être vraiment dans les territoires. Je pense que ça, la crise Covid l'a révélé. Si nous ne sommes pas dans les territoires, si nous n'écoutons pas, nous ne prenons pas le temps d'entendre les besoins des gens, en fait, on passe à côté du sujet. Alors après, moi, je suis dans une région où, moi, j'y suis pour rien, j'y suis depuis 1 an, où il y a une culture démocratique en santé fortement développée. J'ai découvert des représentants des usagers à travers France Asso Santé, une conférence régionale de santé et de l'autonomie, des conseils territoriaux de santé qui fonctionnent, entre guillemets, finalement, sans que l'agence ait forcément besoin de s'y intéresser, si ce n'est que même on contractualise, par exemple, avec France Asso Santé, on donne des moyens parce que nous considérons que cette expression elle a besoin d'être accompagnée. Ce n'est pas pour prendre le rôle de l'expression, c'est bien pour qu'elle puisse s'exprimer plus facilement que ça ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est une culture qui existe véritablement, à tel point que dans le cas de l'élaboration du PRS, on est allé un peu plus loin. Nous avons décidé d'interroger les 6 millions d'habitants de la région Occitanie. Nous avons envoyé, alors via un process informatique, mais aussi via le questionnaire TV du dimanche, qui sont dans tous les bons journaux des 13 départements, pour que les citoyens répondent à la fois sur des questions en cochant, mais aussi avec des questions ouvertes. En gros, pour vous, c'est quoi la santé en Occitanie? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire bouger? Comment vous verriez ça dans votre territoire? Etc., etc. Nous avons reçu un peu moins de 10 000 réponses que nous sommes en train d'éplucher, de triturer, et dont nous allons nous servir pour le PRS. Parce que je pense qu'on dit toujours il faut partir des besoins, et en fait, ça fait quand même 40 ans qu'on ne parle que de l'offre. Je vois Mohamed Gabi en face de moi, mais enfin quand même, on ne fait que ça. On ne part jamais véritablement des besoins. Et donc moi, je pense qu'une bonne fois pour toutes, et c'est le sens de la politique du président de la République, du gouvernement et des ministres qui l'ont encore rappelé ce matin, nous devons partir des habitants. Et oui, des fois, ça peut être chiant. Parce que c'est vrai, ça vient vous perturber dans vos super schémas, vos super modèles, mais en fait, il ne faut jamais oublier quand même ce pourquoi nous sommes financés avec les impôts des contribuables. C'est quand même pour faire en sorte que leur santé soit rendue. En tout point du territoire. Parce que la santé, c'est vraiment partout, pour tous. Et c'est effectivement la qualité de l'eau. Et Madame la maire, je suis heureux de vous avoir entendu parler de ce sujet-là, parce que je pense qu'il est fondamental. Moi, j'ai une région qui est la première région, vous le savez, touchée par le réchauffement climatique, dans toutes ses dimensions. Et par contre, j'étais aussi content pour vous d'apprendre que vous aviez beaucoup d'eau. Moi, si tous mes départements étaient dans ce cas de figure-là, ce serait génial. Mais je crois que voilà, c'est la santé, la qualité de l'eau, de l'air, c'est la prévention, c'est bien entendu l'accompagnement,
quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, y compris les personnes qui ont un handicap, avant d'avoir un handicap, elles vivent surtout, elles ont envie de vivre. Je pense que c'est le sens aussi de la conférence nationale du handicap qu'a présidé le président de la République dernièrement. Et puis bien entendu, c'est les soins. Mais Patrick Jean l'a dit, c'est vraiment cette dimension globale que nous devons avoir dans l'appréhension de cette santé dans chacun des territoires. Et donc, l'idée, c'est vraiment que tous les acteurs s'emparent de ça. Et donc les habitants, quand on regarde un peu ce qu'ils nous répondent, oui, il y a l'accès aux soins, mais ce n'est pas ce qui vient en premier. Ce qui vient en premier, en fait, c'est de pouvoir justement avoir accès à des actions de prévention, avoir des actions sur le sport, avoir des actions... Voilà. Ce n'est pas forcément, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, l'accès d'emblée aux médecins généralistes. Ce n'est pas ce qui ressort des 10 000 questionnaires que nous avons reçus. Donc je disais une forte culture démocratique, des conseils territoriaux de santé vraiment qui existent, et où les acteurs locaux, ce que François Braun appelle les parties prenantes, c'est-à-dire les usagers, les professionnels et les élus, se sont vraiment investis. Donc moi, c'est une chance, je prends ce qui existe. Et c'est la raison pour laquelle, quand le président nous a demandé d'organiser dans chacune des régions les CNR santé, très clairement en Occitanie, nous nous sommes appuyés sur les conseils territoriaux de santé, élargis à d'autres acteurs, et notamment... plus de représentants des usagers, pas uniquement des associations par ailleurs, parce que l'habitant lambda, il est aussi usager, de manière à l'ouvrir le plus possible. On a organisé ça, bien entendu, conjointement avec les préfets et les directeurs des caisses primaires d'assurance maladie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les institutions ne doivent parler que d'une seule et même voix. Il n'y a pas l'ARS d'un côté, le préfet de l'autre ou la CEPAM de l'autre. Non, de toute façon, tout ça est à peu près financé par les mêmes, c'est-à-dire les citoyens. Et donc, nous devons d'avancer en même temps. Voilà, moi, je ne fais aucune distinction. Et franchement, quand un préfet se saisit des questions de santé, je suis même content. Parce que je me dis, on va résoudre ensemble des problèmes. Parce qu'encore une fois, résoudre un problème de santé, c'est résoudre tous les autres problèmes. Et les élus qui sont là le savent aussi bien que moi. On ne décrète pas la création d'une maison de santé. Déjà, elle doit être portée de base professionnelle, mais elle implique plein d'autres sujets. La voirie, comment on va y accéder, les signalisations, etc., etc. La vraie vie, en fait. Voilà. Et donc, c'est ça, je pense, cette démarche CNR de santé, c'est être dans les territoires, savoir écouter. Finalement, ce que nous avons fait là cet après-midi, c'est du CNR santé. Hein, parce que, grosso modo, nous représentons à peu près tous les personnes et les institutions que je viens de dire. Et donc, nous nous sommes appuyés sur les conseils territoriaux de santé. Et moi, j'ai été plus loin. Parce que je ne voulais absolument pas qu'on ait la démarche CNR d'un côté et la démarche PRS de l'autre. Parce qu'alors là, je pense que nous étions foutus. Et donc, d'emblée, nous avons inscrit comme quoi CNR et PRS, ce serait la même chose. Et j'ai demandé, bien que le projet régional de santé, comme son nom l'indique, soit régional, que les conseils territoriaux de santé, avec l'aide des directions départementales de l'agence, rédigent des schémas départementaux de santé. Nous aurons 13 schémas départementaux de santé. Autant vous dire que sur les aspects autonomie, ils reprendront ce qu'ont fait les départements. On ne va pas réécrire d'un côté ce qui est écrit de l'autre, ça n'a strictement aucun intérêt. Et surtout, alors, aux grandes dames d'ailleurs d'un certain nombre d'acteurs, parce que je reçois plein de lettres pour dire qu'il ne faut pas oublier le parcours obésité dans le truc, le parcours truc-muche dans le truc. En fait, non, ça ne va pas du tout être ça le PRS Occitanie. En fait, nous allons nous focaliser sur ce que les CTS vont nous faire remonter comme besoins sur lesquels on doit travailler et bosser. Et effectivement, si je reprends mes exemples des départements, ce qui remonte du Gers n'a rien à voir avec ce qui remonte du Gard. Ce n'est pas un problème, parce qu'on va mettre nos énergies sur ce qui est demandé dans le Gers, sur ce qui est demandé dans le Gard, et tout ça va faire effectivement le projet régional de santé des habitants de la région Occitanie, et pas le projet régional de santé de l'agence ou d'autres institutions. Je pense que si on veut que ce soit utile, ça doit être fait par les acteurs. Alors après, il faut que les acteurs, effectivement, vous l'avez dit, Patrick Jean, s'emparent ou s'approprient, il faut que je fasse attention aux mots que j'emploie, le sujet. Parce qu'une fois qu'on a donné le crayon, le papier et accessoirement quelques euros, j'y reviendrai aussi, encore faut-il faire naître tout ça. Donc on a défini des défis, etc. Il faut quand même, j'ai oublié de le préciser, que nous sommes, la région Occitanie, une région de développement. Moi, la région prend à peu près 40 à 50 000 habitants par an. En 20 ans, nous aurons 1 million d'habitants en plus.
autant vous dire que je ne suis pas à me demander si on va fermer tous les tels services. Moi, ma question, mais c'est comment on va faire face aux 1 million d'habitants qui vont arriver et qui vont s'installer en plus, sans compter les 1 million de touristes que nous avons chaque année ensuite. Donc, nous sommes aussi dans cette logique de développement économique, démographique, qui nous pousse à prendre des décisions aujourd'hui pour les 20 ans qui viennent. Et si nous ne l'anticipons pas aujourd'hui, nous aurons raté quelque chose. Alors c'est très difficile à faire comprendre aux acteurs qui aujourd'hui, bien entendu, ont aussi des difficultés, même si la région reste attractive, les Occitans sont dans la salle, il y a des difficultés de recrutement de ci, de là. Et on me dit, mais vous êtes bien gentil, vous nous dites qu'il va falloir encore faire plus, mais on n'y arrive pas aujourd'hui. Mais je leur dis que si on ne se projette pas dans l'avenir, nos successeurs diront que nous avons été coupables de ne pas avoir anticipé, de ne pas avoir développé toute l'offre, voilà, sur laquelle déjà nous sommes en difficulté aujourd'hui. Et moi, j'ose espérer, et je suis payé aussi pour ça, que toutes les mesures que nous mettons en place avec le gouvernement porteront leurs fruits. Et que donc dans 20 ans, nous aurons pléthore de professionnels et que nous aurons gagné notre pari pour répondre aux 1 million d'habitants en plus. Toutes choses égales à part ailleurs en termes de climat, etc. Mais voilà, donc ces conseils territoriaux de santé vont rendre là leur copie. Moi, je leur ai dit clairement, il n'y a aucun tabou. Donc vous ne devez vous interdire de rien. Et ce n'est pas parce qu'en Lozère, vous n'avez pas de service de grand brûlé qu'il n'y a pas quand même des gens qui vont, hélas, avoir besoin d'y avoir recours. On doit leur expliquer comment ils vont être pris en charge, comment ça va s'organiser, etc. Il faut que le Lozérien il sache sur toutes les activités possibles, imaginables, il sache comment il soit pris en charge. Ce n'est pas pour autant qu'il y aura un service de grand brûlé forcément dans la Lozère, mais encore faut-il qu'il sache où il va être orienté, etc. Le coup d'après, et c'est déjà en cours, c'est que moi je souhaite que les conseils territoriaux de santé, si on veut que ça marche, émettent aussi, non pas un avis réglementaire, parce que ça n'existe pas, mais on s'en fiche, sur toutes les demandes de création possibles imaginables. Je pense que tout doit être discuté au niveau du territoire. Ce n'est pas à l'agence de trancher s'il doit y avoir un scanner chez Y ou chez X. C'est aux acteurs de s'entendre au préalable. Après, ils déposent des demandes d'autorisation qui vont bien. Mais au préalable, il doit y avoir un consensus, une discussion. Alors, si les gens vraiment n'arrivent pas à être d'accord, on verra comment on s'y prend. Et je pense que c'est important. Alors, c'est vrai que ça remet en cause un peu tout ce qu'on a l'habitude de bien connaître, et ça a été rappelé par l'un d'entre vous, ce qui est dans tous les textes. Enfin, le pouvoir de dérogation des DG d'ARS, c'est aussi de s'adapter au territoire et de faire en sorte que les normes soient rendues intelligentes sur l'ensemble pour les acteurs. Et donc, ces CTS vont s'emparer de ces sujets-là. Et l'étape ultime, c'est qu'in fine, on puisse aussi signer des contrats. Non, je ne sais pas sous quelle forme, et moins ils seront longs, mieux ça vaudra, mais surtout avec des moyens à la clé. C'est-à-dire qu'on puisse aussi intéresser véritablement les acteurs sur le sujet. Parce que vous l'avez dit, Madame la maire, et ça renvoie les contrats locaux de santé, ça ne marche que si c'est concret. Vous l'avez démontré par vous-même, vous en êtes une fervente convaincue, mais parce que vous avez des actions concrètes. Quand nous avons réuni tous les CNR, ce qui remonte généralement des CNR, en Occitanie, mais c'est un peu vrai partout ailleurs, ce n'est pas des trucs inimaginables, c'est quand même un peu de bon sens pratico-pratique. Déjà, savoir se connaître et savoir apprendre à se rencontrer. Parce qu'en fait, tous les uns et les autres l'ont dit, personne, mais si je faisais une interrogation au sein de la salle, y compris pour moi, personne ne connaît tous les sigles qu'on emploie. Moi, j'ai essayé de faire le catalogue de tout ce qu'on avait pu créer en termes d'outils de coopération, etc., mais c'est quand même un truc inimaginable. Et finalement, personne s'y retrouve, et je serais tenté de dire tant mieux, parce que si on devait s'arrêter à ça, on aurait des trous dans la raquette. Mais il faut impérativement que nous arrivions à donner une image et une force d'action à nos territoires, au-delà même de nos schémas départementaux, qu'on simplifie effectivement les sujets. Ça a été dit par Patrice Jean, c'est évident qu'il vaut mieux passer du temps à accompagner, mettre en œuvre des actions, plutôt que de remplir des dossiers pour faire des appels à projets. Moi, je me dis que finalement, on est en train de s'auto-alimenter là et on perd beaucoup d'énergie. Donc tout ça, quand on regarde les remontées des CNR, c'est par exemple mettre des bus pour aller dans le milieu rural. Bon. Mais ce que je vais vous dire en Occitanie, ce n'est pas vrai pour la région Île-de-France. Donc on voit bien la démarche territoriale, qu'elle n'a aucun modèle qui doit s'appliquer de la même manière partout. Mais c'est des choses aussi toutes simples que de faire un parcours de sport. Beaucoup de CNR, on nous a dit qu'il faudrait que chaque commune y ait 1, 2 ou 3 équipements pour un peu se muscler, etc. Voilà.
des choses assez pratico-pratiques, voilà, qui ne coûtent pas non plus par ailleurs une fortune. Et les moyens que le gouvernement a mis sur le fonds d'intervention régional doivent permettre d'y remédier sans aucun problème. Et puis après, on doit entraîner cette démarche participative, conclusive. Ça remet en cause quand même beaucoup, je le vois bien, les habitudes. Alors, au sein des agences régionales de santé, parce que ce n'est pas forcément notre façon de travailler. Mais quand la Première ministre est venue annoncer effectivement dans l'Aveyron, autre beau département de la région Occitanie, il faut que je fasse ça, parce qu'il faudrait normalement que je cite les 13 dans mon propos. Mais quand elle a annoncé le droit de dérogation aux directeurs généraux d'ARS, c'était bien ça. C'est faire du pratico-pratique. C'est de faire en sorte qu'à Decazeville, même si le PRS ne le prévoit pas, il y ait bien une IRM, ce qui sera le cas dans les minutes qui suivent, puisque je crois que l'autorisation est à ma signature. Mais c'est aussi le cas que l'hôpital de proximité de Decazeville, eh bien oui, il faille continuer à faire de la chirurgie ambulatoire, même si l'arrêté prévoyant les textes n'est pas prévu, parce que nous en avons besoin. Si nous ne maintenons pas l'hôpital à Decazeville, c'est toute la santé qui fout le camp, y compris pour que nos agriculteurs continuent ensuite à pouvoir arroser. Parce que si vous n'avez plus toutes ces compétences-là, en fait, vous mettez à mal tout un territoire. Et je pense qu'il faut qu'on renverse notre méthode d'approche, partir des territoires, vraiment. Et effectivement, moi, je me suis pris sur le dos l'ensemble des sociétés savantes en me disant que je faisais n'importe quoi, pour des raisons. Ce à quoi je leur ai dit, déjà, je vous invite à venir. Voilà. Venez à Decazeville, vous verrez ce que c'est comme bassin de population, qui est comme à plus de 3/4 d'heure de moindre hôpital à côté. Et puis deuxièmement, mais vous avez des gens. Et ces gens-là, je suis désolé, je ne vois pas pourquoi, contrairement à d'autres, ils devraient faire plus d'une heure pour aller passer un examen d'IRM, pour avoir des actes de chirurgie ambulatoire, alors qu'on a des équipes mutualisées avec l'hôpital de Rodez. Voilà, donc c'est changement de paradigme total, c'est-à-dire vraiment partir des habitants, prendre en compte la spécificité des territoires, et puis, comme je dis souvent, savoir faire confiance aux acteurs, et surtout avoir la capacité de leur dire oui. Moi, je dis à mes équipes, avant de dire non, vous dites oui. On voit comment on y arrive, parce que c'est plus facile de dire non que de dire oui. Mais au moins, on se donne une dynamique, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on rend attractif l'ensemble des métiers de la santé. Merci beaucoup. Je vais beaucoup frustrer la salle, mais on est obligé de conclure, et j'avais demandé à Alexandre Berquès en quelques mots de conclure ces travaux. Je vous propose, parce qu'il faut qu'on libère la salle, après de pouvoir vous réadresser aux intervenants si vous avez des compléments, mais au regard du temps, vous avez vu qu'il y avait une dynamique forte et des engagements importants des personnes de la table ronde que je remercie vraiment. Donc Alexandre, je vous laisse les quelques mots de conclusion. Et je vous remercie de votre compréhension et de votre présence. Alors, quelques points sur lesquels rebondir peut-être. Première chose, il y a des éléments, des exemples qu'on n'a pas forcément nommés, parce qu'on ne pouvait pas tous les représenter. Existe aussi sur les territoires l'engagement des usagers au niveau, par exemple, des maisons de santé pluriprofessionnelles dans l'éducation thérapeutique. Donc, vous avez, par exemple, en France, aujourd'hui, des patients partenaires, donc des personnes expérimentées dans la vie avec la maladie, qui s'engagent à se former pour développer des compétences en éducation thérapeutique et qui vont co-construire, co-enseigner et co-évaluer avec des professionnels de santé des ateliers ou des programmes d'éducation thérapeutique dans les maisons de santé pluriprofessionnelles. Ça peut être 1, 2 ou 3 programmes, mais on a même 3-4 maisons de santé pluriprofessionnelles en France qui ont salariés à temps partiel des patients partenaires qui coordonnent les programmes d'éducation thérapeutique. Il y a aussi des centres de santé communautaires, et même des MSP d'ailleurs, qui sollicitent des médiateurs de santé pair ou des pairs aidants en santé mentale ou sur d'autres types de situations de soins, dans lequel justement, dans la logique de l'exercice coordonné, on va dire élargi, on peut aussi, au-delà d'impliquer des IPA, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, aussi des personnes concernées par ces différents parcours de santé qui peuvent devenir des acteurs à part entière de notre équipe et travailler directement à l'accompagnement des personnes. Donc ça, c'est dans les exemples qu'on n'avait peut-être pas discuté. Ensuite, vous le voyez, d'un point de vue culturel, on n'est pas encore très à l'aise avec la démocratie en santé. Disons que, globalement, et c'est normal, on n'est pas dans une démocratie. De conclure, pardon. Chose importante. On parle de démocratie en santé aujourd'hui, mais on vit dans une république. Donc une république, ce n'est pas la démocratie directe. C'est justement, on confie à certaines personnes la représentation de nos besoins pour prendre des décisions collectives. Et donc, de ce fait-là, ouais, c'est pour lancer le débat après la bière.
justement, on n'est pas forcément habitué. Et regardez à quel point ce travail de représentation d'usagers est exigeant. La plupart de nos députés, qui sont, eux, formés, rémunérés pour faire ce travail-là, la plupart des Français ne sont pas vraiment en accord avec la manière dont ils représentent l'intérêt général. Demander la même chose aux représentants des usagers, la plupart d'entre eux n'ont pas 3 personnes, 4 personnes pour les aider à aller chercher l'expérience des usagers, la mobiliser de manière adéquate dans une commission des usagers, etc. etc. Donc cette démocratie en santé, nous n'y sommes pas habitués, nous n'y sommes pas outillés. De ce fait-là, ces acteurs-là ont aussi besoin d'accompagnement. Quand on fait une CDU et qu'on la planifie pour dans 3 mois, on se demande quel est le sujet qu'on a, quel est le type d'expérience patient que je veux mobiliser, par exemple, à cette prochaine CDU pour avoir un point de vue collectif, et comment j'accompagne mes acteurs du territoire pour aller chercher cette expérience qui nous permettra de prendre une décision adéquate autour de la table, plutôt que de remettre ça dans les mains de cette personne qui devrait, à elle toute seule, venir représenter ces compétences-là. Et peut-être que, justement, je vous prendrai l'exemple de l'Occitanie, parce que c'est des collègues avec qui on travaille beaucoup. Il y a le COPS. Pour vous dire, aujourd'hui, sur tous les territoires, peu importe où vous êtes, il y a de plus en plus d'acteurs financés par les fonds publics qui sont à votre disposition pour vous aider à co-construire avec les usagers, dont les ARS Occitanie l'ont fait, et en Bretagne également. Si vous avez besoin d'être mis en lien avec ces acteurs, écrivez-nous et on vous mettra en lien avec eux.